Bon, donc c'est un thème, le dépistage du bloc auriculo-ventriculaire humain chez le fœtus qui est plein de variations. Et la seule chose finalement invariante qu'on va retrouver là-dedans, c'est que c'est toujours une histoire qui se passe entre une femme enceinte et son fœtus. Ça va jamais changer. Après, qu'est-ce que c'est que dépister le bloc auriculo-ventriculaire humain chez le fœtus? C'est dépister un bloc, un BAV, chez un fœtus dont la mère va être porteuse d'anticorps et qui passe la barrière placentaire. Auparavant, avant de dépister ce bloc auriculo-ventriculaire, on peut aussi répondre à la question du risque du bloc auriculo-ventriculaire et donc évaluer ce risque fœtal. On peut aussi se poser la question de prévenir le BAV et le prendre en charge et le traiter éventuellement si c'était possible. Mais ça, c'est une question qui pourrait nécessiter une présentation en soi, car là encore, il y a beaucoup de variations. Donc, on va s'intéresser d'abord à toutes ces composantes du sujet. D'abord, la mère. Cette femme enceinte, elle varie, elle aussi. C'est une femme qui, manifestement, est atteinte, on peut dire, d'une maladie auto-immune, comme un lupus, on le sait, un syndrome de Gaugereau, des maladies rhumatismales, des maladies qui sont parfois non identifiées, mais des maladies inflammatoires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour beaucoup, et en particulier plus de la moitié des cas, elles sont asymptomatiques. Donc c'est des femmes qui soit ont bénéficié d'un diagnostic précédemment et savent qu'elles sont porteuses d'anticorps, atteintes d'une maladie auto-immune, mais finalement n'en souffrent pas, soit elles le méconnaissent, ce qui fait que ça pourrait être l'occasion de découvrir chez elles une maladie auto-immune, alors qu'au cours de la grossesse, du fait du diagnostic prénatal du BAV. Donc, dans plus de la moitié des cas, elles sont asymptomatiques. Donc, c'est un problème parce qu'elles méconnaissent leur maladie le plus souvent. Est-ce que c'est toujours un problème? On va voir que pas forcément, ça peut avoir certains avantages. Et donc, elles ont leur histoire clinique, ces femmes, pardon. Elles ont aussi leur histoire obstétricale. Elles ont un profil obstétrical particulier et on sait tous que ces femmes, lorsqu'elles n'ont pas eu de grossesse ou lorsqu'elles ont eu une grossesse dont le fœtus est indemne de bloc auriculo-ventriculaire, le risque dans ces cas-là de bloc va être très faible, de l'ordre de 2% environ chez ces femmes asymptomatiques. En revanche, lorsqu'il y a déjà une histoire de bloc auriculo-ventriculaire, alors le risque va devenir considérablement plus élevé. Donc, s'il y a une histoire obstétricale marquée par un BAV anténatal, alors on passe de 2 à 12%. Et comme si elles étaient protégées par le fait qu'elles n'ont pas de symptômes, celles qui n'ont pas de symptômes, celles en revanche qui ont une maladie inflammatoire symptomatique, elles vont avoir un risque encore 2 fois plus élevé, soit environ entre 20 et 25%, que leur fœtus à naître est un bloc auriculo-ventriculaire. Alors, on a parlé d'anticorps, puisqu'il s'agit de passage d'anticorps à travers le placenta. Quelles sont les variations autour du profil de ces anticorps? Contrairement... Alors, on a à peu près donc une très très grande majorité des cas, quand on fait un diagnostic de BAV, on va retrouver un profil d'anticorps avec une positivité des anticorps, en particulier des anticorps anti-SSA ou anti-RO qui sont présents dans 86% des cas. Et le deuxième type d'anticorps sont les anticorps anti-SSB ou LA qui sont présents dans environ la moitié des cas. Ça laisse donc à peu près 13% des cas, un peu plus de 10%, où on ne va pas avoir de positivité des anticorps. Est-ce pour autant qu'il ne s'agit pas de blocs d'origine immune, comme dans la présentation
d'Alban précédemment, probablement pas. On n'est pas du tout dans le même contexte. On est dans un contexte prénatal où là, l'immunologie va être très prépondérante. C'est probablement que on n'a pas su mettre en évidence un certain nombre d'anticorps et pour un certain nombre d'études, quand les anticorps sont testés avec des antigènes très spécifiques, des antigènes naturels et pas recombinants. Donc finalement, dans certaines études avec des plus petits effectifs qui sont entourés en jaune, on peut obtenir quasiment une positivité dans 100% des cas de la présence donc d'anticorps en utilisant des panels d'antigènes particuliers. Et puis autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux sous-types des anticorps, puis finalement, on peut quasiment arriver à définir des profils de fœtus, enfin de femmes enceintes, là, en l'occurrence, des profils à risque de bloc auriculo-ventriculaire. Donc, il y a des profils, des sous-types, en fait, c'est un domaine que je maîtrise mal, ça se voit, hein, les sérologies. En tout cas, on va avoir des profils très différents entre les fœtus atteints, enfin les fœtus de mère atteints, et vous m'avez compris. Donc, finalement, il y a peut-être une possibilité en analysant un petit peu plus précisément que ce qu'on fait actuellement, nous, quand on demande une sérologie à une femme enceinte, donc de faire un peu plus précis et d'aller définir au préalable, en tout cas pour des grossesses ultérieures ou pour d'autres femmes enceintes porteuses d'anticorps, définir des profils plus à risque. Toujours autour du profil des anticorps, donc il y a des anticorps de différents types, et puis la quantité des anticorps. Évidemment, ça va compter aussi le titrage des anticorps, va varier, peut varier, et va, en fonction du titrage d'anticorps, plus un titrage est élevé, et plus il y a un risque de BAV chez le fœtus. Et puis si on associe un titrage élevé et puis plein d'anticorps ensemble de types différents, alors là encore, on va augmenter le risque qu'il y ait un BAV. Donc on arrive finalement à pouvoir un peu mieux profiler à l'avance ces femmes enceintes et ces fœtus qui risquent d'avoir un BAV. Et puis, il y a probablement là encore des mécanismes génétiques avec l'identification de certains gènes candidats qui pourraient augmenter là encore le risque d'atteinte des fœtus par un BAV. Il y a une variation aussi autour de la temporalité. Ça, c'est assez connu pour tous ceux qui font de l'échographie fœtale. Quand on est amené à voir une femme enceinte qui est porteuse d'anticorps, on sait que la fenêtre critique, elle est au deuxième trimestre, à peu près entre 18 et 26 semaines. C'est à peu près là où vont survenir les BAV chez le fœtus. Donc, la majorité, la plupart des cas, c'est entre 18 et 22 semaines, donc c'est deuxième trimestre précoce. Et puis, ça peut arriver au-delà, et ça peut même quand même arriver au-delà de 26, 28 semaines. Ça peut arriver en plein troisième trimestre, ça peut même arriver après la naissance. Mais c'est souvent peut-être qu'il n'y a pas eu un suivi extrêmement régulier en prénatal pour qu'on le découvre très tardivement. Il y a une variation ensuite autour des atteintes fœtales. Bien sûr, on parle de bloc auriculo-ventriculaire. Très souvent, il s'agit d'un bloc inaugural de type 3, un bloc complet dont on verra qu'il est irréversible. On peut aussi identifier des blocs de premier degré ou des blocs intermédiaires, des blocs du deuxième degré dans une moindre proportion. Et puis, il y a aussi toutes les atteintes inflammatoires qui vont entraîner des dysfonctions sinusales, parfois des troubles du rythme supraventriculaire, des atteintes de type myocardique, de la fibrose endomyocardique, des valvulopathies. On a tous vu ça un petit peu associé ou non à l'atteinte du BAV. Donc des variations autour des atteintes fœtales. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait le dépistage ? Quand est-ce qu'on va le faire et comment on va le faire?
Quand on en est là et qu'on se retrouve devant un bloc auriculo-ventriculaire complet avec une fréquence lente, 50, 60 par minute, bon bah c'est déjà qu'on a un peu loupé l'étape du dépistage, on est en plein dedans, le BAV il est constitué, donc on a une fréquence lente. On peut la tester grâce à différentes modalités, des Doppler, surtout le modem qui va nous aider pas mal. On va identifier s'il y a des signes de gravité comme un anasarque. On voit ici une acite importante qui va représenter un facteur de gravité. Et on sait que dans ces cas-là, la mortalité va être très élevée. Globalement, il y a un risque de décès qui est de 20% dans ces histoires de BAV prénatales, qui va survenir in utero, avec des risques de décès aussi dans la première année, mais la plupart des décès surviennent pendant la vie fœtale. Et évidemment, les facteurs de risque de ce décès in utero, c'est la constitution d'un anasarque, les signes de défaillance cardiaque, de la fibroélastose, l'épanchement en tout genre, des valvulopathies, tout ça constitue des facteurs de risque de mortalité. Donc, bon, quand on en est là, c'est donc un peu tard. Donc l'idée, c'est plutôt dans le dépistage du BAV en prénatal, c'est d'essayer d'arriver plus tôt, d'identifier des femmes qui sont à risque d'avoir un fœtus avec un BAV et d'aller rechercher des anomalies précoces. Alors précocement, comment on peut faire? On n'a pas d'électrocardiogramme, on peut s'en affranchir et puis utiliser essentiellement le Doppler pulsé dans la zone de la région mitro-aortique, et ça va très bien mimer cette séquence du flux d'admission et du flux d'éjection qu'on va pouvoir capter alternativement. Ça va très bien mimer l'électrocardiogramme avec l'équivalent, la traduction en termes de flux de l'onde P, et puis la traduction en termes de flux du QRS avec l'onde d'éjection aortique. Donc, on peut, entre le début du flux de l'onde P et le début du QRS, en tout cas de sa traduction en termes de Doppler, calculer un délai auriculo-ventriculaire qui va finalement être l'équivalent de l'espace PR. Est-ce que c'est l'équivalent en termes de valeur? Non, cette traduction mécanique et fait que le délai est un peu plus long que le délai électrique, et on a en général des normes autour de 120 millisecondes pour ce délai auriculo-ventriculaire, et au-delà de 150, on va parler de bloc auriculo-ventriculaire de type 1, donc d'allongement de la conduction auriculo-ventriculaire. Alors, donc comment on fait exactement? Donc ça, c'est la pratique courante. On a très souvent des femmes enceintes qui sont adressées parce qu'elles portent des anticorps, malades ou non, et donc il faut surveiller le risque d'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire. Donc très souvent, on nous adresse des fœtus qui sont en général sains, qui vont bien, et qu'est-ce qu'on fait et à quelle fréquence on va les voir? Donc on va réaliser ces Doppler à la recherche de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de plus et à quelle fréquence on va les voir? Ça, c'est un débat. Il y a quelques années, on les voyait toutes les semaines. Maintenant, on les voit moins souvent, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. J'imagine que chacun fait sa cuisine et que tout le monde a son petit protocole dans son coin. Tout ça n'est pas très clair. Ce d'autant que le BAV complet, en fait, il peut apparaître d'une fois sur l'autre et même d'une semaine sur l'autre. Si on les suit toutes les semaines, il y a parfois des blocs inauguraux complets qu'on voit apparaître donc en l'espace d'une semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les voir plus que toutes les semaines? Certainement pas. Mais en tout cas, on sait que ce bloc peut apparaître dans un délai extrêmement bref. On sait aussi que, et ça c'est l'étude de l'équipe de Nathalie Costet-Doat, à laquelle on est beaucoup à avoir participé aussi, que lorsqu'apparaît un bloc auriculo-ventriculaire du premier ou du deuxième degré, l'efficacité des traitements immunosuppresseurs, de la corticothérapie n'a pas du tout été prouvée pour montrer que donc ce
bloc pourrait régresser et que la conduction pourrait redevenir normale. Donc, c'est un petit peu compliqué de définir un protocole précis de surveillance si, d'une part, l'apparition peut être très rapide et d'autre part, on n'est pas sûr qu'on pourra faire quelque chose. Alors, il y a des études multicentriques aux États-Unis, une étude allemande récente qui s'est intéressée au home monitoring. Donc, on met à disposition chez des femmes enceintes un tout petit appareil Doppler qui permet de mesurer la fréquence cardiaque. Elles le font 2 fois par jour. Et puis, elles transmettent ça par des fichiers son ou... enfin, je ne connais pas tout le protocole exact, mais en tout cas, il y a en télémédecine, finalement, des opérateurs qui sont ensuite capables d'interpréter les mouvements de la fréquence cardiaque du fœtus. Donc, intéressant. Intéressant, oui, oui et non. Sur 315 femmes enceintes qui ont été incluses dans leur étude, finalement, et qui se sont surveillées elles-mêmes à domicile, avec, en cas de modification du rythme cardiaque, elles avaient évidemment un contrôle écho cardiaque fœtal. Finalement, il y a eu 3 détections d'anomalies qui sont traduites par donc d'authentiques blocs auriculoventriculaires de type 2 ou 3. Un BAV de type 2 a régressé après un traitement immunosuppresseur et corticoïde. Et donc, ça fait finalement un rendement qui n'est pas extrêmement fort. Et bon, il y a un problème, c'est qu'on détecte des anomalies qui sont déjà avérées. On n'est pas en amont avec le dépistage d'un bloc auriculoventriculaire du premier degré ou de prémices de troubles auriculoventriculaires. Donc, puisque pour ça, il faut... le BAV de type 1 n'entraîne pas de ralentissement de la fréquence cardiaque. Donc, ce sont des études qui ne permettent pas d'identifier un bloc très précoce. Et c'est là où Azaria Ryan, qui n'est pas là, intervient, parce que lui... qui s'intéresse beaucoup chez le fœtus à toutes les modalités d'échographie fœtale comme le strain, le 2D strain, le TDI, et tout ça depuis déjà au moins 20 ans, et qui fait ça très bien. Il s'est dit peut-être que c'est une modalité qui va permettre en tout cas de dépister plus en amont, plus finement, le bloc auriculoventriculaire quand il se constitue, et donc les prémices des troubles de conduction. Donc, il a regardé en Doppler tissulaire et il a réalisé exactement la même chose qu'en Doppler pulsé, finalement. Il a mesuré l'intervalle auriculo-ventriculaire et il a défini aussi, il y a des normes qui ont été définies qui sont un petit peu plus basses que celles du Doppler pulsé. On est plutôt autour de 90 millisecondes le délai auriculoventriculaire en Doppler tissulaire. Et donc, il a inclus un certain nombre de patientes. J'arrive plus à lire là sans mes lunettes. C'est combien 420. Ouais. 420 patientes. Je vais les garder parce que sinon... chez 21 fœtus, 23 fœtus, il a pu identifier des variations de ce délai auriculoventriculaire, des augmentations du délai auriculoventriculaire, voire d'authentiques blocs auriculoventriculaires de type 2. Et leur protocole, c'était de les mettre sous dexaméthasone, c'est de balancer les corticoïdes. Et par magie, tout s'est normalisé. Autrement dit, les enfants, après la naissance, avaient des conductions auriculoventriculaires normales sur les électrocardiogrammes. Donc ça, c'est évidemment très séduisant. Ça ne dit pas si ils n'avaient rien fait, ce qui se serait passé. Ce qui est quand même étonnant, c'est que quand il a mesuré avant et après la corticothérapie les délais, il a réalisé les mêmes mesures de délai auriculoventriculaire. Et bien, après corticothérapie, il y avait une normalisation de ces délais. Alors, ça serait peut-être passé tout seul aussi sans corticothérapie. Hein. On a tous probablement des observations comme ça de
de troubles de conduction, des BAV du 2e degré qui apparaissent et puis on les suit, puis hop, et puis tout d'un coup, tout disparaît. Je pense il y a pas mal d'observations comme ça. Donc, est-ce que ce serait passé naturellement comme ça? J'en sais rien. En tout cas, bon, ça reste quand même, son observation reste intéressante. Peut-être pour ces raisons, il est encore still looking for a journal. Et quand même, dans la suite, dans le long terme follow-up, il n'a aucune apparition, aucune dégradation. À l'inverse de ce que disait Alban sur les BAV non humains, il n'y a pas là d'évolution vers des blocs de plus haut degré ou des cardiomyopathies. Donc finalement, il y a beaucoup de variations dans cette thématique des blocs auriculo-ventriculaires humains. Qu'est-ce que c'est dépister les BAV humains aujourd'hui? C'est d'abord cibler une population à risque. On sait qu'antécédent de BAV fœtal pour une femme enceinte, c'est évidemment un risque qui va être très augmenté, surtout si cette femme a un lupus, un Gougerot avéré ou autre maladie auto-immune symptomatique. Les traitements immunosuppresseurs, j'en ai pas parlé, mais le plaquenil, par exemple, pourrait limiter les récidives de blocs auriculo-ventriculaires. Cibler une population à risque peut-être en titrant plus les anticorps, peut-être en les sérotypant mieux aussi. Et puis, définir ensuite la période à risque. Bon, ça, on la connaît, hein, 2e trimestre de 18 à 26 semaines. Mais est-ce qu'il faut quand même pas surveiller un petit peu plus longtemps ces enfants compte tenu des survenues plus tardives? Nous, je sais qu'on les surveille en général pas au-delà de 26-28 semaines, on les laisse. Mais finalement, je ne suis pas sûr que ce soit toujours une bonne chose. Donc, comment est-ce qu'au cours de cette fenêtre de tir, fenêtre critique à risque, on organise la surveillance régulière? Oui. Hebdomadaire, bimensuelle, tous les mois? Est-ce qu'il faut envisager un monitoring à domicile? Probablement, il faut aussi cibler en fonction du risque qu'on a identifié précédemment, peut-être adapter la fréquence du suivi. Et puis, comment est-ce qu'on suit, avec quels moyens? Quels moyens échographiques? J'ai pas parlé d'autres moyens, le kinétocardiogramme, des choses comme ça. On espère un jour avoir un ECG fœtal qui nous faciliterait un petit peu la vie. Et puis, au-delà de ça, ensuite, il y a le problème du traitement, mais là, c'est un autre sujet à débat. Je vous remercie.